Docteur Hill, je présume? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça m'étonne pas. C'est quand la dernière fois que quelqu'un s'est senti atrocement honteux d'avoir fait quelque chose? Même avec une preuve solide à l'appui, l'argument serait toujours « Oui, mais c'est hors contexte ». Ok, mais de quoi je devrais avoir honte, moi? Vous avez passé votre vie entière à rechercher la vérité qui se cachait derrière chaque grand complot, et ce n'est que maintenant que vous découvrez qui je suis. Ou bien ça prouve seulement que vous êtes doué pour vous cacher du reste du monde? Me cacher? Je suis dans le potin, même si plus personne ne sait ce que c'est de nos jours. Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé? C'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but? Le but ultime. Donc, lorsque j'ai appris que vous connaissiez enfin mon existence, mon cher Mulder, j'ai pensé qu'il serait plus professionnel de vous rencontrer pour vous dire ce qui va suivre en personne. Vous êtes mort. Oh. Non, ça sonne mal. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes un has-been. Votre heure de gloire est derrière vous. Je vois. Et qu'est-ce que vous appelez mon heure de gloire? Eh bien, c'est une période au cours de laquelle les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets secrets. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Et ça ne m'étonnerait pas que les jeunes trouvent une formule pour décrire le phénomène. Poco, par exemple. On les entendra dire « Oh, c'est trop poco ». Là, vous regretterez vraiment de ne pas être mort. Tant que la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Comment ça? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors... Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quoi? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'il faut en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but, la propagation de fausses informations sur le net? Peut-être bien. Vous savez, notre président actuel a dit quelque chose d'une grande profondeur. Il a dit « Personne n'en a la certitude ». À quoi faisait-il allusion? Qu'est-ce que ça peut faire?
Réalisé sur la base de recherches approfondies et de témoignages. Dans la première partie, José nous avait exposé les expériences vécues par Katharina, Angelica et Stéphanie. Katharina avait subi des visites nocturnes par des sphères lumineuses. Alors un contact fut établi par l'une d'entre elles dans son sommeil par le biais d'une sorte de communication télépathique. Nous sommes lumière et amour. Angelica, quant à elle, fut témoin de manifestations étranges, depuis sa tendre enfance, qui l'amena par la suite à penser qu'il s'agissait de sa mère alors décédée. Stéphanie, elle aussi, dut affronter l'inexpliqué, le paranormal, suite à l'achat de cette très belle demeure, où des âmes errantes y étaient encore installées. Voici donc la suite de cette enquête palpitante. L'affaire Katharina, deuxième partie. Le signe des ténèbres. Retrouvons Katharina pour nous exposer la suite de ses expériences ufologiques. Comme je vous l'ai expliqué, José, j'avais l'intime conviction que cette chose était entrée dans mon esprit pour sonder ma mémoire. On aurait dit, et c'est le sentiment que j'en avais, qu'elle faisait une sorte de copie des événements de ma vie passée. Je garde encore aujourd'hui un désagréable sentiment de cette expérience. Le pire, je crois, avec du recul, ont été les messages que cette chose m'avait mis dans la tête. Puis, ça m'a tellement fatiguée que je ne savais pas si elle était restée longtemps avec moi dans ma chambre. Je me suis endormie pratiquement à ce moment-là. Puis 6 ans avaient passé lors de cette dernière expérience où je n'avais rien vécu de spécial. Et je pensais fortement que ces choses m'avaient oubliée. J'avais 21 ans et j'étais encore une fille naïve. Donc, en 1997, je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'était en septembre, je me rappelle. À l'époque, je vivais toujours chez maman. Un matin, une de mes meilleures amies me téléphona pour m'inviter à son anniversaire, le soir même. Une soirée plutôt agréable et plutôt conviviale, où je me rappelle m'y être super amusée. Il devait être, je pense, entre 2h30 et 3h du matin, quand je repris le volant pour retourner chez moi. Toujours en conduisant ma Super 5, je roulais tranquillement et mes pensées étaient encore avec mes amis. Puis dans mon rétroviseur, je vis arriver assez vite des phares de voiture assez puissants. Au bout de quelques instants, le véhicule me précéda pour me doubler sur ma gauche. Il est passé tellement vite que je ne peux pas vous dire si c'était un camion ou une voiture qui m'avait doublé. Toujours sur cette petite route de campagne et presque arrivée à mon domicile, j'abordais une grande descente et c'est là que j'ai vu sur ma gauche, dans un champ, une sorte de disque argenté qui était là, dans ce champ qui borde la route. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à une secoupe volante. J'ai tellement été surprise. En même temps, j'avais tellement peur que j'ai mis mon pied sur la pédale de l'accélérateur. Toujours pied au plancher, j'avais qu'une hâte, c'était de dépasser l'objet pour arriver vite chez moi. Arrivé à son niveau, j'ai jeté un petit coup d'œil rapide.
pour mieux la voir. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait comme deux gros spots blancs qui planaient juste à côté d'elle. J'ai eu une pensée à ce moment-là. Étaient-ce les deux phares puissants qui m'avaient dépassé 5 minutes avant? Je ne peux pas répondre à cette question, et peut-être que je ne le saurai jamais. Toujours est-il qu'à peine arrivée, je me suis mise au lit en fermant ma chambre à double tour. Katharina voit alors sur cette petite départementale un objet plat d'une lueur métallique, une sorte de disque avec deux sphères tournant à proximité d'elle. Comme le dit si bien Katharina, étaient-ce les deux sphères qu'elle avait aperçues juste avant sur cette route? S'il s'agit là encore d'une coïncidence, alors le reste des expériences vécues tout au long de sa vie par Katharina le resteront là aussi encore pendant un bon moment. 3 ans avaient déjà passé depuis ma dernière observation. En 2000, j'avais 24 ans. Je fis la connaissance de Jean-Pierre, l'homme qui allait partager ma vie et qui allait devenir mon mari. Jean-Pierre était un homme beaucoup plus âgé que moi. Il travaillait à cette époque comme boulanger, dans un petit village voisin du mien. Au début de notre relation, on se voyait pratiquement tous les week-ends. Un soir, je lui fis part de mes observations passées. Il me crut sans le moindre souci. Puis, il me fit part lui aussi une expérience qui lui était arrivée. Quant à soir, alors qu'il venait de promener son chien, il avait observé dans la nuit étoilée une sorte de grand cigare, planer dans le ciel sans aucun bruit. Ce qui l'avait marqué, m'avait-il avoué, était que l'objet avait d'un seul coup éclairé le ciel comme en plein jour. Puis, il avait disparu. Maman était farouchement opposée à notre union. Il a l'âge d'être ton père, qu'elle disait. Donc, pour ne pas blesser maman, moi et Jean-Pierre avions pris la décision de s'aimer, mais de vivre chacun de notre côté. Du moins pendant un temps. Nous vivâmes ainsi pendant 4 ans chacun de son côté. C'est dans cette période que je me suis encore remise à faire d'étranges cauchemars. Je voyais cet être affreux dans ce cauchemar, au moins une fois par semaine. Quand j'y repense, la Josée, j'en ai encore des frissons. À chaque fois que je cauchemardais, je me réveillais en sursaut hors de mon lit. J'étais couverte de sueur. Sérieusement, cet être horrible me foutait la trouille. Ça avait l'air tellement vrai. Et toujours sans cesse, il me répétait « Tu es à moi, tu es à moi ». Entre-temps, j'en avais brièvement parlé à Jean-Pierre, qui pour une fois me dit que c'était que des cauchemars et qu'il ne fallait pas s'inquiéter en outre mesure. Putain, c'était facile pour lui de me dire ça. C'est pas lui qui faisait les rêves bizarres. C'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur toutes les choses que j'avais vues au cours de ma vie. Les sphères qui venaient me visiter le soir dans ma chambre, les horribles cauchemars que je faisais la nuit et les voix que j'entendais dans mon sommeil. Je commençais à remettre en doute ma santé mentale sérieusement à cette époque, José. Après les années, là où ces cauchemars venaient de moins en moins troubler mon sommeil, c'est en 2007 que nous nous sommes mariés, moi et Jean-Pierre. On coulait des jours heureux. Moi, je travaillais en aide aux personnes âgées et lui toujours en boulangerie. Rien à l'époque ne laissait présager de ce qu'il allait encore m'arriver. Car il ne m'arrivait plus rien de spécial vis-à-vis des phénomènes. Donc, le 23 février 2009, j'accouchais d'un petit garçon du prénom de Damien. J'étais devenue maman pour la première fois de ma vie. Ce sentiment de bonheur n'allait durer pas bien longtemps. Car 3 mois après la naissance de Damien, Jean-Pierre fit une crise cardiaque à son travail. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais bouleversée. Car une partie de ma vie venait de disparaître avec lui. C'est là que j'ai décidé d'arrêter mon travail pour m'occuper de mon fils à plein temps.
Un matin de l'année 2009, le 26 septembre pour être exact, ce jour-là, j'avais passé une journée comme les autres, avec rien de spécial au programme. Sur les coups de 23h30, on sonnait à ma porte. Je me demandais bien qui pouvait venir me déranger à cette heure-ci. J'ai couru à la porte et en l'ouvrant, j'ai eu la surprise de constater qu'il n'y avait personne derrière. Sur le coup, j'ai pensé qu'il s'agissait de gamins qui étaient en train de me faire une farce. En remontant les escaliers qui menaient à ma chambre, je me suis sentie comme engourdie. J'étais toute molle. Arrivée tant bien que mal dans celle-ci, je voyais Damien qui dormait paisiblement. Et là, j'ai eu comme un flash. Puis, je ne sais comment, je me suis retrouvée dans le petit sous-bois, qui se trouve à peu près à une centaine de mètres de chez moi. J'étais là comme immobile devant cette chose. J'avais un sentiment de terreur, mon cœur battait à 100 à l'heure. Puis, plus haut, dans le ciel étoilé, j'ai aperçu une sorte de triangle noir, avec 3 sphères blanches. Puis, plus rien, le néant absolu. Le lendemain, je me suis réveillée dans mon lit. La première chose que je fis, c'est de courir vers Damien qui pleurait à chaudes larmes. Je courus lui faire un biberon au plus vite, et il se calma aussitôt. En allant faire ma toilette à la salle de bain, c'est là que j'ai vu cette étrange marque sur mon sein gauche. Katharina, après avoir été emmenée dans ce petit sous-bois par cette étrange sphère, découvre en même temps un ovni triangulaire qui planait au-dessus d'elle. Après cela, elle se réveilla le lendemain de cette horrible expérience. Alors, elle découvrira stupéfaite une étrange marque laissée sur sa poitrine. Katharina eut alors la présence d'esprit de réaliser un dessin de cette marque corporelle. On les distingue d'ailleurs un cercle avec un triangle au centre de celui-ci. Mais j'y reviendrai plus en détail dans la prochaine partie de cette enquête. Quoi qu'il en soit, que s'était-il passé réellement ce soir du 26 septembre 2009 ? Après une recherche laborieuse pour essayer de retrouver quelques témoins qui pourraient confirmer l'observation faite par Katharina ce soir-là, je finis par retrouver un autre témoin situé quant à lui à 159 km et toujours en Bretagne. Alors, bonjour Claire. Bonjour José. Donc, je crois savoir que tu as un témoignage à nous révéler au sujet d'une observation que tu as faite du côté de Lannion, c'est ça, Claire ? Oui, exactement, c'était à Ploumanac de 2009. C'était vers 1h du matin, on rentrait avec mon frère aîné, on rentrait de chez mon petit frère, on avait passé une soirée. On était dans la maison de ma mère à Ploumanac et je me fume une dernière clope avec la porte entrebâillée et tout de suite je vois 2 lumières oranges, genre des étoiles oranges dans le ciel, 2. Et tout de suite ça m'a paru bizarre. J'appelle mon frère aîné, on se poste dehors et là de 2 étoiles, ça sortait comme si ça sortait à une vitesse de dingue de la mer, mais vraiment incroyable, et puis ça se met à se fixer, là, les premières 3 étoiles à peu près, et à égale distance, en alignement, et ça tournait sur son axe, et mon frère il me dit, mais il n'y a rien qui tourne sur son axe, ça ne faisait ni bruit, comme les gens le disent à chaque fois, ni bruit, c'est avant les étoiles, c'est avant les nuages, si c'était un avion on s'en serait rendu compte, enfin tout ça on l'enlève de notre tête.
Et ça continue au moins pendant 20 minutes. Et ça nous faisait des formes géographiques, des formes géographiques, des triangles isocèles en double qui tournaient sur leur axe. Et quand ça disparaissait à la vitesse de la lumière, quoi. Mais pendant 20 minutes, c'était un vrai balai dans le ciel. Et nous, on a tellement été scotchés que, à l'époque, en 2009, de toute façon, c'était pas les portables d'aujourd'hui. Si on avait fait des photos, moi, je crois que j'en ai fait une ou deux à la fin, mais c'était vraiment un petit point lumineux, on ne voyait rien du tout. Donc le lendemain, on a été à la gendarmerie, mon frère, il a téléphoné à Ouest France, etc., etc. Donc ils nous ont pris au sérieux sur le coup. La gendarmerie, ils prennent tous les témoignages. Ils écrivent ça, ils envoient ça à un centre, je ne sais où, ils nous ont dit à l'époque. Et bref, par contre le lendemain, ils nous ont dit, soi-disant, c'était des lanternes thaïlandaises, mais non. On sait très bien ce que c'est des lanternes thaïlandaises. Hors de question que ça soit ça. C'est impossible. Des formes géométriques qui disparaissent à la vitesse de la lumière, qui arrivaient, on avait l'impression que ça arrivait de la mer, que ça arrivait vers, je sais plus comment ça s'appelle, la plage, là, vers, entre Pérouse et Port je ne sais quoi, là. Et vraiment, on a l'impression que ça sortait de la mer à une vitesse de dingue et ça se stationnait dans le ciel tout doucement et ça faisait des formes géométriques. Enfin, c'était incroyable, quoi. Moi, de toute façon, c'était en 2009, donc ça fait 10 ans. Quand j'ai vu sur le poste qu'il y avait des gens à Lannion qui avaient vu des choses, tout de suite, j'en ai parlé. Moi, à l'époque, je n'avais pas voulu donner mon nom. Il n'y a que mon frère Luc qui a donné son nom. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur Internet. Ça s'appelle, vous tapez Luc Dupré et on vous dira Luc Dupré qui n'est pas du genre à croire n'importe quoi. Voilà. Pour lui donner mon nom, là je m'appelle Claire Dupré avec un Z, no problemo, parce que je m'aperçois que je suis pas la seule à avoir vu des choses, quoi. Ça ne ressemblait pas à des étoiles. C'était un peu comme des avions décollant d'un porte-avions. Et puis les points lumineux ont formé un triangle. D'autres sont arrivés. Le tout a formé un ensemble géométrique ressemblant à la Grande Ourse. Et puis il y en a eu d'autres, encore. L'ensemble s'est mis à tourner comme autour d'un axe, sans aucun bruit. Ça s'est immobilisé, et tout a disparu. Donc, j'allais dire ma deuxième question, Claire. Donc, on est bien d'accord que tout de suite, dès le lendemain, je veux dire, la gendarmerie, donc les services officiels qui soi-disant enquêtent sérieusement sur le sujet, vous ont dit, on tout fait pour eux. Ça a été démenti sur le Ouest France. Ah, ça a été démenti sur le Ouest France, donc pas par la gendarmerie. Je crois qu'ils sont plus malins que ça. Oui, d'accord, je comprends. Voilà, parce que l'Ouest France, le lendemain, avait vraiment mis ce que mon frère avait expliqué, ce que je vous explique là maintenant. Soi-disant, c'était un mariage avec des lanternes thaïlandaises. Non, de la vitesse dont ça partait, c'était pas possible. Et après, quand ça se stabilisait dans le ciel, c'est impossible. J'en ai déjà vu c'est impossible. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas folle. J'ai 57 ans. Je ne sors pas de psychiatrie. Et, quelque part, j'y ai toujours cru, mais on ne sait pas tant qu'on ne le voit pas. C'est ça. Et j'aimerais bien revoir, mais ça serait maintenant, je prendrai les appareils photo et compagnie, c'est sûr. Donc, des ovnis ont bel et bien été aperçus ce soir-là en Bretagne. Encore une étrange coïncidence que je note avec vous ici. En jetant un bref coup d'œil sur le calendrier, il est à noter que le 26 septembre est justement la Saint-Damien. Peut-on y voir, là encore, un clin d'œil de la part de ces entités? Ou bien que cette date n'a justement pas été choisie par hasard? Arrêtons-nous pour le moment à ce stade de cette enquête, car d'autres données majeures vont encore réapparaître au grand jour. Angélica, suite au décès tragique de sa maman, dut surmonter le désespoir de ce vide absolu. Alors elle fut confrontée à des esprits frappeurs, qui jouaient avec ses peurs les plus profondes.
Mais s'agissait-il réellement d'Esprit ou de sa maman décédée? Ce qui allait encore lui arriver finira par donner un début de réponse à ce plan machiavélique. Alors, donc avant l'apparition de la marque, je me souviens très bien, la veille au soir, j'étais dans le couloir, dans la maison de mes parents, donc dans le Loir-et-Cher, où j'étais en train de discuter avec ma soeur, puisqu'on venait de m'annoncer qu'il faudra vider les affaires de ma maman pour le printemps de cette année. Et du coup, ça m'a mis dans un état où j'étais vraiment pas bien, on s'est éclipsé, on s'est mis donc dans le couloir avec ma soeur, on a beaucoup parlé, on parlait des phénomènes paranormaux qu'on aurait pu avoir, et justement, je disais, il y a des fois j'y crois, il y a des fois j'ai l'impression qu'on n'a pas de signe de notre maman. Et c'est le lendemain que j'ai vu justement le marquage sur la poitrine. Donc on était le 28 décembre 2019, le jour de l'anniversaire de mon papa. Donc j'étais chez mes parents, dans la maison de mon papa. Et je me souviens très bien d'avoir ramassé, je crois que c'était une télécommande ou un Lego, je sais plus, par terre. J'étais assise sur le canapé et j'ai senti une sensation de brûlure le matin. Mais j'ai continué ma journée normalement et tout, ma soeur allait partir. Et le soir, je me suis couchée trop tard que je n'ai pas du tout regardé, je n'ai plus du tout pensé à la brûlure. Mais je n'ai eu aucune douleur même pour dormir et quoi que ce soit. Donc je pense que ça a dû se créer, je sais pas, dans la nuit, je sais pas du tout. Parce que le lendemain matin, quand je suis allée prendre ma douche, je me souviens très bien que j'ai été affolée. J'ai même appelé mon conjoint, ma belle-sœur, j'ai appelé je crois toute la famille pour leur dire non mais c'est quoi ce demi-cercle? Pour moi c'était genre comme une toile d'araignée en fait, une demi-toile d'araignée. Donc au début on a beaucoup rigolé et tout ça, mais je leur dis c'est quand même bizarre, c'est comme si ça vient d'être fait depuis quelques heures. Et dans la journée j'avais même des sensations de brûlure par moments que je n'avais pas dans la nuit, pourtant en dormant sur le ventre. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai peut-être eu la petite sensation la veille au matin, mais je ne pense pas que ça a été fait tout de suite instantanément. Puisque sinon j'aurais eu déjà les sensations de brûlure dans la journée même. Donc ça a dû se produire dans ma chambre certainement, dans la maison de mes parents dans le Loir-et-Cher, et non, il n'y avait rien sur le matelas, ce n'était pas le coup du sèche-cheveux puisque ce matin-là je n'avais même pas utilisé le sèche-cheveux, parce que mon conjoint a regardé et m'a dit mais ça forme comme le sèche-cheveux. Pour lui c'était ça, mais sauf que non, je n'ai pas pris le sèche-cheveux. Et dans la chambre, je me suis toujours sentie en sécurité. J'ai jamais, dans ma propre chambre chez mes parents, je n'ai jamais eu de phénomène paranormal, par contre. Donc mon ressenti par rapport à ce marquage, comme s'il avait été fait un peu au fer rouge pour moi, pour moi je le ressens pas comme quelque chose de positif, mais plutôt comme quelque chose de négatif. Je sais pas comment vous dire, mais même les nuits qui ont précédé le marquage, j'avais une appréhension, je sais pas pourquoi, mais je le ressens pas comme quelque chose d'une entité positive. Je le ressentirais plutôt comme quelque chose vraiment de mauvais, ou alors comme un pacte, comme si notre âme signait un pacte. Angelica, au cours de cette soirée, se réveilla avec une marque mystérieuse sur sa poitrine. Un symbole réalisé sur son corps sans que celle-ci n'en ait aucun souvenir conscient. Une scarification énigmatique qui l'amena à se demander vraiment si c'était là encore l'œuvre de sa maman décédée. D'ailleurs, Angelica le dit elle-même, les nuits qui ont précédé le marquage lui ont laissé un sentiment de mal-être profond, la laissant fortement penser avoir été marquée par quelque chose de néfaste,
une appartenance, avoir été marqué contre son gré, un peu comme du bétail. Donc, nous avons affaire, là encore ici, à un procédé réalisé par une ou des entités négatives. Selon moi, le stratagème mis en place est là encore des plus sournois. Il est évident qu'une mère aimante ne réalise pas ce genre de méfaits sur ses enfants, et ceci même dans l'au-delà. N'oublions pas non plus qu'Angelica avait déjà subi des expériences paranormales, avant même que sa maman ne décède, ce qui nous dit bien ici qu'Angelica avait déjà été choisie par ces entités depuis sa tendre enfance. Stéphanie, elle aussi, dut affronter l'inexpliqué dans sa nouvelle demeure. Une demeure qui, par le passé, fut habitée par un ancien boucher polonais, qui rôdait encore dans ces lieux avec sa maman. Mais n'est-ce pas là encore un terrain propice pour organiser un plan néfaste sur cette petite famille de la part d'entités exogènes ? La trace, quand elle est arrivée, j'avais pas de problème dans ma vie. Hein. Le jour où elle est arrivée, j'avais mon boulot. Alors, je tenais une agence immobilière. J'étais chef d'agence dans un gros groupe depuis 11 ans. Je tournais, j'étais la meilleure. Comme tu dis toi, j'adorais mon métier. J'adore toujours mon métier. Hein. J'étais number one. Je tournais à 60 000 € à l'année. Bon, pour une femme, je trouve que c'était pas mal. Bah oui. Bref, ça allait bien. Après les filles, j'étais en cours. Il n'y avait pas de particularité à ce niveau-là. Il y avait même ma petite dernière qui avait un petit chéri. Tout allait bien. Au niveau santé, ça suivait son cours. Au niveau famille, pas de soucis particuliers. Bref, des soucis, mais des soucis, on va dire, de la vie de tous les jours, quoi, comme on pourrait avoir. Et puis, donc, à partir du moment où il y a eu cette marque, c'est vrai que sur le coup, on a tous été interloqués à la maison. C'était un samedi matin, je sortais de la douche. Je sais que Bruno, il dormait, la nuit là, il dormait avec moi. Donc, il m'a pas réveillé, il n'a rien entendu, il n'a rien... on a passé une nuit habituelle, et moi, je peux pas te dire, j'ai aucun souvenir. Ah oui, si, la seule chose, c'est une bêtise que je te dis, quand j'ai eu cette trace, dans la nuit, j'ai eu une paralysie du sommeil. Ça, je m'en souviens. Donc, c'est-à-dire que j'étais comme paralysée, je pouvais pas parler, je pouvais pas bouger, un petit peu les doigts et encore, et j'étais fixe, en fait, ma tête, elle bougeait presque pas, j'avais peut-être un peu les yeux qui bougeaient à droite à gauche, mais comme si j'étais dans un sarcophage, je pouvais pas bouger, et j'avais une oppression sur moi, une grosse oppression. Et puis après, c'est parti. Mais j'ai rien vu d'anormal, j'ai pas vu de lumière, j'ai pas vu de bonhomme, j'ai rien vu. J'ai juste été oppressée, étouffée et sans bouger et incapable d'appeler personne, incapable de dire quoi que ce soit. Sortie de la douche, je me sèche. Oh, mais c'est quoi ça? Mais écoute, j'avais un grand miroir en face de moi. Je regarde, et en fait, c'était... Alors, à savoir que moi, quand je fais une griffe de chat, par exemple, j'ai des minous, je vais boursoufler tout de suite, et ça va rougir, et ça va mettre beaucoup de temps à cicatriser. Je me fais un bobo, pareil, il va mettre plus de temps à cicatriser. Je suis un peu longue en cicatrisation, j'ai toujours été. Or là, c'était déjà cautérisé, comme si c'était une sorte de brûlure. Mais cette brûlure-là, elle était passée et on n'était pas sur la fin, mais tu sais, quand c'est cautérisé avec une légère petite croûte sur le dessus, un peu marron clair, quoi. Et ça faisait pas mal du tout, j'avais pas de saignement, j'avais pas de douleur, j'avais pas de boursouflure, j'avais rien au toucher à part cette sorte de brûlure qui fait carrément un peu de choses près avec le relief du sein, excuse-moi, mais c'était vraiment à cet endroit-là, au niveau du sein droit, presque
à peu de choses près, ça aurait pu faire carrément le rond, le cercle, mais je sais pas si c'était lié au relief de mon sein, si c'était, je sais pas moi, une sorte de compas, je sais pas quel instrument ça pouvait être, mais voilà. En fait, le trait se terminait presque en pointillé, comme si ça voulait continuer, mais hop, avec le relief, hop, ça n'a pas continué, tu vois. Ça faisait comme une fin de. T'avais le début, t'avais deux traits. T'avais le trait, le plus grand trait, donc tu voyais bien le démarrage, et la fin, ça faisait un trait qui partait finement. Tu vois. Et après, au niveau du creux du sein, bah t'avais rien, t'avais pas de trait, et voilà. Et donc t'avais deux cercles comme ça, quasi entiers, avec, tu vois, les traits sur les, ça, tu vois un peu ce que ça donne, quoi, sur la photo. Alors sur le coup, ça m'a semblé bizarre. Je l'ai montré tout de suite aux enfants, à Bruno, parce que tout le monde était à la maison, les trois filles étaient à la maison, et Bruno était à la maison. Et Bruno est médecin généraliste, il est ostéopathe, acupuncture, médecin du sport, et il fait de la petite chirurgie. Donc je lui ai montré, je lui ai dit c'est quoi? Lui qui est très terre à terre, tout ça, il me dit c'est peut-être un sèche-cheveux, tu t'es peut-être dit non, je regarde le sèche-cheveux, c'est vrai que ça ressemble à un sèche-cheveux, mais c'est pas du tout ça. Alors il a tout retourné le lit, il me dit c'est pas possible, t'as dû dormir sur quelque chose, c'est obligatoire. On a tout retourné, on n'a rien trouvé dans le lit, rien, absolument rien. Alors il me dit je sais pas ce que c'est. Mais voilà. Donc après je suis allée en pharmacie, j'ai demandé au pharmacien que je connais s'il avait déjà vu ça, il m'a dit non. J'ai demandé à Bruno qui est mon médecin, au pharmacien, et j'étais allée à la fac, et le jour-là je me souviens, et j'avais montré ça à une équipe de la fac pour savoir s'ils n'avaient pas des documentaires là-dessus. Et ils m'ont dit on n'a jamais vu ça de notre vie et on n'a aucun documentaire qui pourrait correspondre à ça. C'est parti au bout on va dire une dizaine de jours peut-être, entre 10 à 15 jours. C'est parti au bout de 10 à 15 jours. T'as mis des crèmes, tout ça? Non, Bruno, il t'a pas prescrit des crèmes pour que ça cicatrise plus vite ou pas? Ouais, j'avais mis, il m'avait donné une crème cicatrisante, genre Biafine, une connerie comme ça, pour accélérer la guérison. Et puis c'est parti, mais malgré ça, c'est parti en 10 ou 15 jours, c'est pas parti plus vite. Et c'est parti comme c'est venu. Du jour au lendemain, plus rien. Nous voyons actuellement dans nos sociétés athées ces entités exogènes comme des êtres issus du folklore de la science-fiction moderne, incitant les témoins à une soi-disant prise de conscience sur notre environnement et le désir de destruction massif de notre planète. Alors que leurs méfaits envers l'humanité sont étrangement vus comme cool et positifs par un petit nombre de leurs victimes, celles-ci sont crédules sur les véritables intentions de leurs ravisseurs. N'oublions pas que ces êtres hideux et maudits ne se cantonnent qu'à des plans hautement machiavéliques. Ils ont déshumanisé, rendu fou une bonne partie de la population mondiale, commis des enlèvements de personnes sans aucun accord préalable, tué, torturé des millions de pauvres animaux sans défense, violé pour enfanter des femmes dans leur sommeil, pris possession d'êtres en les poussant jusqu'au suicide. Vous nuire, vous tromper, vous séduire, vous charmer, vous effrayer pour enfin ne servir qu'à devenir qu'un simple cobaye humain. J'en passe, et pas forcément des meilleurs. Les messages positifs envoyés par ces poupées sans âme sont bien évidemment faux, car ces entités ont toujours été source de malheur depuis des siècles pour notre humanité.